voilà, je fais un peu les applaudissements tout seul dans mon coin. Euh, Franchement, oui, voilà, le ridicule ne tue pas, mais voilà, c'est le seul moyen de transmettre les applaudissements. Non, un tout grand merci pour votre conférence. Je trouvais que c'était excessivement intéressant parce qu'effectivement, je trouvais que c'était une sorte d'introduction un petit peu à la pensée systémique. Ce qu'on explique souvent à nos étudiants, c'est que l'aménagement du territoire n'est que le reflet de notre société. Mais on a trop souvent tendance à l'oublier, et le petit détour que vous avez fait par le début, par les États-Unis du début du siècle passé est assez intéressant parce qu'on en subit toujours les conférences, enfin les conséquences, pardon. Et, euh, et donc, les conférences aussi. alors, au secours Freud. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de repenser les choses et de les recontextualiser, et de dire qu'on est dans cette chaîne de transmission et de conséquences qui se suivent les unes après les autres. Je vais donner la parole tout de suite à Sophie Tillman, qui est la co-organisatrice avec l'Université de Liège pour la Haute École Charlemagne. Donc, elle est urbaniste, elle est professeure à la Haute École Charlemagne, et je pense qu'elle a déjà une première remarque à faire, une première observation par rapport à votre intervention. Je te laisse la parole, Sophie. Bonsoir, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment extrêmement intéressant et je suis d'autant plus touchée que c'est en paraphrasant ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, en tout cas pendant le premier quadri de leur baccalauréat. Donc, les 80 étudiants qui ont suivi la conférence auront une belle révision avec d'autres mots, d'autres schémas et d'autres exemples, mais c'est évidemment, ça me fait vraiment plaisir parce que je les bassine avec ça. Voilà. Il faut. J'essaye modestement de faire en sorte que des futurs professionnels de l'immobilier, puisque c'est ça que je forme dans mon cours d'urbanisme, les futurs professionnels de l'immobilier changent de paradigme aussi, effectivement, comme vous le suggérez. Alors ça, évidemment, tout ça est très bien, mais dans ma vie professionnelle, et je pense que d'autres pourront s'y retrouver, on bute énormément à ce genre de modification, et je l'ai encore vécu pas plus tard qu'il y a une semaine dans une petite commune périphérique de Liège ici, une commune industrielle avec un nombre incalculable de friches, et je mets des guillemets, et la population ne veut pas de changement. Nous, des friches, mais nous n'avons pas de friches. Nous sommes très bien. Vous voulez remettre du logement, mais pourquoi faire? Et donc, c'est toujours cette énergie, et ça fait 25 ans que je professe, donc je peux dire qu'à un moment donné, mes collaborateurs savent à quel point je peux être épuisée. C'est toujours réexpliquer avec le plus de pédagogie possible, et on fait des processus participatifs, on met beaucoup de choses en place, à quel point il est important effectivement de changer le mode de fonctionnement et comment il faut voir le territoire autrement, comment il faut densifier la ville tout en acceptant évidemment d'améliorer la qualité de vie. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le frein au changement est vraiment très, 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 très difficile à surmonter. Et il est d'autant plus difficile à surmonter que nous avons, et je suppose que nous n'avons pas la panacée par rapport à ça, une classe politique extrêmement frileuse de responsabilité et de prise de pouvoir et de force. Et c'est vraiment très, très compliqué par rapport à ça. Donc, quelles sont vos solutions, si vous en avez? Je veux bien. Alors, j'ai bien aimé aussi l'histoire de votre jeu, là. J'aimerais bien savoir ce que c'est. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que ça peut être vraiment chouette dans les ateliers participatifs, et des collègues qui écoutent, à mon avis, pensent la même chose. Donc voilà. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment ça la difficulté. C'est pas les professionnels, même les élus, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait le faire, mais c'est vraiment à un moment donné passer à l'action et aller contre cet immobilisme qui est très, très récurrent. Voilà. Alors, moi, j'ai pas la baguette magique. Et après, je reviendrai sur cette histoire de fresque. Après, je pense qu'on est quand même dans des. C'est là où il y a peut-être des écarts aussi, et c'est pour ça que le retour d'expérience en Belgique m'intéresse particulièrement. On n'a pas des systèmes institutionnels qui fonctionnent mieux en France ou en Belgique, hein, très clairement.
y a des formes de dysfonctionnement assez importants des deux côtés. Pour autant, on a une très forte proximité à la fois sur la forme de la ville et culturelle, hein, je me permets, et un système institutionnel qui est très différent. Et ça donne des effets différents aussi. Hein. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que par exemple, on a sans doute une capacité d'initiative privée en Belgique qui parfois est assez surprenante pour un observateur français parce qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de trucs. Pour autant, il y a une difficulté aussi à passer derrière, à pérenniser, parce que c'est le moment où il y a besoin que l'institution se mêle de ça. Et donc, on a du mal à capitaliser et généraliser. Bon, c'est le propos d'observateurs et de chercheurs belges là-dessus. Donc, je pense qu'on a, alors on peut en débattre, mais il y a un terreau qui est différent, quoi qu'il en soit. Moi, ce que je ressens en France par rapport à cette peur du changement, c'est qu'il y a une vraie évolution depuis 2 ans. Donc avant le Covid, hein, mais qui est là aujourd'hui accéléré par la pandémie, où on se pose aussi des questions, hein, sur notre territoire. Cette histoire de pistes cyclables temporaires n'est pas qu'un épiphénomène, elle est aussi symptomatique d'un certain nombre de choses. Il y a des transformations importantes, y compris sur les façons de faire. Enfin, nous, on s'est retrouvés avec des fonctionnaires qui ont très clairement transgressé les règles pour faire des pistes cyclables. Les règles de validation, etc., etc. C'est nouveau et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire en fait. Ils pouvaient le faire, ça pouvait marcher et quelque part c'était une prise de pouvoir et que ça permettait de dialoguer différemment. C'est toujours pas la réponse à votre question que j'ai pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une évolution conjointe de professionnels qui en ont marre de penser un truc et de faire autre chose. D'élus qui comprennent qu'on est au bout d'un truc, mais qui savent pas trop par quel bout le prendre. Ils comprennent que ça marche plus et qu'il y a un certain nombre de réglementations. Donc nous, c'est le zéro artificialisation nette qui vont leur tomber sur le dos, mais ils savent pas trop comment s'en dépatouiller. Donc il y a un sentiment quand même de fin du système qui commence à être assez partagé. Et y compris par une partie de la population qui commence à demander autre chose. Par contre, ce que je constate, c'est on a des freins importants sur le syndrome, moi j'appelle ça le dernier arrivé ferme la porte, c'est-à-dire que on est passé finalement des maires bâtisseurs en France, des personnalités fortes qui lancent des grands projets, aussi à une peur de construire. Hein, alors parfois légitime, parfois un contre-coup dans bien des cas, de très mauvais projets qui ont pu être mis en œuvre, en tout cas des projets qui font peur, qui ont été mal mis en œuvre, qui ont été mis en top-down, etc. etc. Et il y a cette tentation de s'isoler sur sa parcelle et de dire finalement, à l'échelle de ma commune, tout va bien. Hein. Et si je fais venir personne, les gens qui sont là, ça se passe bien pour eux, et notamment, on va avoir une augmentation des valeurs. C'est-à-dire, si mon territoire est attractif, les valeurs foncières vont augmenter, les gens auront la sensation d'être plus riches. Évidemment, c'est une sensation qui est fausse et c'est une forme d'isolat qui fonctionne pas. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de dire que la stratégie urbaine, la stratégie de développement urbain, et notamment sur la question de la consommation de sol, elle ne peut pas se décider isolément par un maire à l'échelle de sa commune. Et à un moment, il faut se le dire, c'est-à-dire c'est trop sérieux pour laisser faire ça par des élus. Non pas qu'il faille être dictatorial, mais il faut que ce soit des politiques, des vrais élus, qui prennent ces décisions d'allocation du sol à une échelle qui est cohérente par rapport aux enjeux. Hein. Et ça, c'est fait dans certains territoires. Ça a été fait par exemple en Italie à des échelles régionales sur lesquelles globalement on a un schéma directeur régional qui ne dit pas où il faut construire. Hein, ce n'est pas l'objet. Mais qui dit, écoutez, sur notre territoire, on a une vraie dynamique agricole. On a besoin de se nourrir et on a suffisamment de friches. Et donc, qui dit aux collectivités, débrouillez-vous pour mobiliser du foncier en dehors du foncier agricole. Le foncier agricole, il est définitivement protégé. Voilà. Et là, on retourne le gant, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus sur la tentation, sur l'idée d'en faire un peu moins, d'améliorer un petit peu le système, etc. C'est tout à coup, le champ d'en face n'est plus la zone évidente d'extension de la ville. Ce n'est plus possible, hein, et on arrête. Voilà. Donc ça, je pense que par contre, ça doit venir d'en haut. Alors chez vous, je ne sais pas où c'est en haut, hein, mais ça, voilà, ça doit quelque part s'imposer pour que ensuite localement, on se focalise sur les vrais enjeux. Est-ce qu'on a besoin de construire? Est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut recycler?
Merci pour votre réponse. Alors, pour répondre à votre dernière question, en Wallonie, il y a une réflexion qui est faite suite à l'inscription du stop au béton, stop Ouais. artificialisation du schéma de développement territorial. Il y a effectivement un groupe de travail dont j'ai la chance de faire partie qui s'est mis en place par le ministre de l'Aménagement du territoire. Nous avons eu une des dernières séances la semaine passée. Les volontés sont là, encore une fois, du milieu professionnel, mais la question est toujours, et c'est un débat qu'on a eu, ce n'est pas facile, hein, je m'en rends bien compte, c'est est-ce que la région doit imposer aux collectivités locales, ce qui était l'avis quand même assez majoritaire, y compris de la promotion immobilière et des différents. Soit on donne des directives et chacun les applique. Mais ça, les directives, le problème, c'est que les élus les appliquent à leur sauce. Et on n'arrivera pas à ça. Il faut à un moment donné être un peu plus coercitif, je pense, et imposer des normes. En tout cas, nous, c'était l'impression qu'on avait. Pour moi, c'est une question de règle du jeu. Voilà, mais on est un peu sur des périodes proches en France. Donc moi, je suis très intéressé par ce qui se passe. Des débats qui, à ma connaissance, ont commencé avant en Belgique, enfin en Wallonie en tout cas. Mais avec autour des débats sur le zéro artificialisation net, on est sur des débats assez proches. Et donc, voilà, moi aussi, je suis sollicité là-dessus. Oui, il va falloir un vrai acte de courage là-dessus. Mais il y a des moments comme ça dans la vie où faut marquer un cap. On fait ça que depuis 50 ans, hein, finalement. Et quand on reprend l'histoire française, à un moment, c'est un acte politique. 69, un acte politique qui décide la fin des investissements dans les grands ensembles, dans le logement locatif, etc., et l'émergence du pavillon. Et ça met 10 ans à se déployer, mais c'est bien une décision qui vient d'en haut, qui a créé ce système-là. Tout à fait. Les étudiants en IMO, n'hésitez pas à poser des questions et faire des remarques. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas trouvé pas trouvé la fenêtre de chat, donc voilà, c'est à vous de me dire les questions s'il y en a. Pour les personnes qui veulent participer, petite main qui se trouve tout en bas dans les barres d'outils, vous l'activez, comme ça moi je vois qui fait la demande, et j'ai Noémie Tevel qui voudrait bien parler et poser une question. Voilà, Noémie, c'est à toi. Alors n'hésitez pas à mettre votre caméra aussi quand vous parlez, comme ça c'est plus sympa. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc, dans le cadre de notre cours qui est associé au cycle de conférences, on a pu prendre connaissance de votre manifeste, qui fait vraiment un travail de vulgarisation qui est extrêmement important pour que la population puisse prendre conscience du problème et pas uniquement les aménageurs, parce que c'est parfois difficile d'ouvrir le débat avec une population qui n'est pas forcément informée sur le sujet. Et suite à notre lecture, on avait quand même des questions. Vous prenez la densité, la densification de la ville. On est bien d'accord qu'à un niveau collectif, ça aura des bienfaits. Maintenant, pour l'intérêt individuel des personnes, on émet quand même quelques doutes. On sait que les îlots qui sont fort densifiés seront plus pollués. Il y aura plus de pollution sonore également. Il y a un phénomène d'îlot de chaleur. Donc, quelle est pour vous finalement la densité d'équilibre? Est-ce qu'elle existe quelque part? Est-ce qu'on l'a déjà trouvée dans certaines villes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour la trouver? Et comment également prendre en compte tout ce que cette densification va amener, les utilisateurs en plus, le besoin d'augmenter les services, surtout les services de transport. Comment faire face à ça? La question est vaste, mais elle est importante. Alors moi, je prône pas la densité, c'est-à-dire, à mon sens, il n'y a pas un chiffre parfait de bon équilibre de la densité. Je prône un processus de densification. Alors, je dis souvent, mais vous n'avez pas le même repère, mais c'est juste de mettre des étages sur les petites maisons en Vendée. C'est-à-dire en Vendée, on fait encore des lotissements avec des maisons sans étage. Donc, en fait, c'est un processus qui est relatif. Qui est relatif à un contexte, c'est faire plus avec ce qu'on a. Alors, à l'évidence, il y a des niveaux de seuil sur lesquels on passe des seuils et sur lesquels c'est peut-être possible, mais c'est pas souhaitable. Alors, moi, en tout cas, l'observation que je fais, c'est que l'essentiel de la ville européenne, la ville française, c'est clair, la ville européenne est sous-dense.
C'est-à-dire, quand on parle de ville, moi, quand je parle de ville, je parle d'urbain, je ne parle pas de métropole. Et quand on parle de densité, en général, en France, on pense à Paris. Oui, Paris a aucune nécessité d'être densifié. C'est absolument pas le sujet. Au contraire, d'ailleurs. Donc, on est en effet sur un processus qui est un processus relatif, hein, par rapport à un tissu qui fait que on a peut-être que 5 ou 10% de la surface de la ville française qui aujourd'hui peut être considérée comme dense ou trop dense. L'essentiel de la ville, c'est quoi? C'est des lotissements du périurbain, c'est des surfaces de parking de supermarchés et c'est des infrastructures. Alors, une fois qu'on a dit ça, quoi qu'il en soit, il faut le faire mieux. C'est-à-dire, il faut que tout acte de densification amène quelque chose au contexte urbain. Il amène, par exemple, par du service. Il amène, par exemple, parce qu'il vient réinterroger, parce que l'acte de construire, l'acte de construction permet d'amener d'autres aménités qui sont sur la parcelle, où il vient réinterroger l'espace public. Pour moi, quand on a des initiatives privées, ça doit être aussi guidé par le public, par le collectif en tout cas, mais aussi amener une relecture, par exemple, de l'espace public. Et puis, je vous rappelle un élément, c'est que 48% de la surface de la ville, la surface au sol, est occupée par la bagnole. Et en fait, le vrai sujet, c'est ça. C'est pas se dire, on va densifier, donc on va couper des arbres. C'est, on va densifier, donc on va supprimer des places de parking. On va densifier, donc on va enlever des voies. Et on va redonner de la place et de la respiration. Donc moi, enfin vous l'avez vu, hein, dans le chapitre sur la densification, je donne la parole à la fois à des gens de Vancouver, mais surtout à un écologue. Parce que pour moi, tout acte de densification bâti doit aujourd'hui être associé à une densification végétale. Et pas du végétal décoratif, c'est du sol profond, du sol perméable, des arbres, de la densité, etc., etc. Et à mon sens, il faut qu'on arrête de lire finalement, vous savez, on est sur le syndrome du cycliste et du piéton. Ils sont en train de s'engueuler parce qu'ils n'ont pas la place et qu'ils se marchent l'un sur l'autre, alors qu'à côté, il y a les bagnoles qui roulent à 50. Et la question, c'est pas qui a plus de place entre le piéton et le cycliste, c'est comment on arrive à gagner une voie sur les voitures. Donc le sujet, il n'est pas sur la nature contre le bâti. Le sujet, il est sur comment est-ce qu'on fait plus de la ville, notamment en supprimant de la place qui ne sert à rien, qui ne sert même pas aux voitures aujourd'hui. Et quand on dit voiture, on parle de rayons de giration, on parle d'espace de stationnement inutilisé, on parle d'espace en sous-sol, etc., etc., etc. Aujourd'hui, un des actes majeurs que vous pouvez faire pour densifier sans pour autant pénaliser la ville, c'est de supprimer les obligations de stationnement associées à l'acte de construire. Les obligations de création de places. Donc, vous créez des places, donc c'est des aspirateurs à voiture, et vous allez pouvoir décoincer tout un système urbain qui va travailler sur les usages vivants, les usages habités, parce qu'on parle du bâti, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dedans. Et finalement, ce qui se passe dans un parking, c'est pas passionnant. Et pour autant, c'est ça qui vient surdéterminer ce qu'on fait au-dessus du bâtiment, puisque les règles de construction sont strictement associées à ces petits alinéas sur le parking qui, quand vous dessinez un projet, sont surdéterminants. Donc la question est évidemment importante. Pour moi, il n'y a pas de bon équilibre, c'est relatif. Non, l'objet, c'est pas de tout densifier partout. Et dans bien des cas, densifier, c'est rajouter, faire un petit semis de maison. Donc là j'ai des collègues là, qui faisaient le calcul. Si 0,5% des maisons individuelles dans les lotissements en France faisaient un découpage parcellaire pour avoir une maison en plus sur leur terrain, excusez-moi, on répondrait aux besoins de logement pour l'année. 0,5%, enfin c'est 3 fois rien. Voilà, donc on n'est pas sur des phénomènes brutaux. Et en fait, finalement, la densification, c'est un phénomène qui est beaucoup plus progressif, beaucoup plus humain quand c'est bien guidé, quand c'est bien associé, quand c'est pas que l'initiative privée isolée à l'échelle de la parcelle, qu'un projet urbain qui est quelque chose d'une grande brutalité. Transformer un quartier en 10 ans, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. L'autre truc plus violent, c'est la guerre, c'est tout. On n'a rien entre les deux. Ok, merci. Ma deuxième question concernait justement la voiture que vous placez comme, pour résumer le bouquin, comme le méchant de l'histoire, on va associer à la littérature. Et on comprend bien que la nécessité de diminuer le nombre de voitures en circulation sur nos routes est plus qu'important. Néanmoins, la plupart des personnes vivant en lotissement sont dépendants de la voiture.
Bien sûr. Et c'est un peu facile de leur dire que c'est eux qui ont fait les mauvais choix d'habitat et que c'est à eux d'assumer maintenant le fait de cette dépendance à la voiture. Est-ce que vous remarquez parmi vos prises de parole et tout ça qu'il y a quand même une prise de conscience par les automobilistes? Et est-ce que vous avez, si vous savez si des choses sont mises en place qui fonctionnent réellement pour faire comprendre à ces personnes que cette dépendance à la voiture, il faut lui tourner le dos, quoi. Alors, attention aux relations cause-conséquences. Les choses vont pas forcément dans ce sens-là. En fait, pour moi, c'est pas le méchant, la voiture. C'est au même titre que le pétrole est devenu un élément facilitant de notre économie mondiale. Hein, c'est-à-dire que quelque part, on a de l'énergie gratuite. C'est-à-dire on creuse et elle est là. Elle est très facilement accessible et on s'est drogué à tout ça. La mobilité automobile est devenue l'élément qui nous a permis d'arrêter de penser la vie. Et donc moi, je considère, c'est pas la voiture le méchant, le fautif, c'est finalement nous qui avons abandonné et qui avons laissé le crayon du dessin de la ville à la mobilité automobile. Donc on n'était pas obligé de faire ça, hein, puisqu'on sait le faire autrement aussi. Hein, donc c'est pas la voiture qu'il faut abattre, c'est à nous de faire la ville qui n'a plus besoin de cette voiture-là. Donc ça pose la question aussi de la dépendance au sentier, hein, de ce processus qui fait qu'à un moment, on est rentré sur un chemin et bifurqué, ça veut dire qu'il y a des moments de rupture. Alors en même temps, c'est des choses qu'on sait faire. Alors pour moi, c'est pas expliquer aux gens qui ont acheté une maison parce qu'on leur a dit qu'il fallait être propriétaire, qui ont acheté une maison en périphérie parce qu'on leur a dit que c'était bien, qu'il fallait, etc., etc. C'est pas leur dire, écoutez, c'est n'importe quoi, vous êtes des criminels. C'est pas eux qui sont en faute. Eux, ils font ce qu'on leur dit. Et en plus, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, en tout cas en France, mais je suis persuadé qu'on peut calquer ça sur la Belgique. Vous avez des gamins, vous voulez rentrer dans un processus d'acquisition parce que, en toute logique, le fonctionnement financier fait que c'est le seul outil de capitalisation qui est permis, parce qu'on a aussi voilà, une organisation des marchés immobiliers qui font que, parce qu'on a des espaces publics qui sont pitoyables, hein, quand on a des enfants. Enfin, je veux dire, vous êtes jeune, etc. Alors là, il n'y a pas de terrasse de bistrot, mais globalement, on regarde la ville un peu différemment. Quand vous commencez à voir votre gamin, là, ça y est, il commence à marcher, vous sortez, et il faut que vous traversiez 3 rues pour aller au parc, un parc minable, que tout à coup vous regardez différemment et vous avez l'impression que vous allez perdre votre gamin à chaque fois que vous traversez. Enfin, c'est innommable aujourd'hui ce qu'on fait vivre aux enfants. Innommable. Dans la plupart des villes européennes, mais pas toutes, il se trouve. Pas toutes. Donc il y a d'autres façons de faire. Donc il faut faire la ville qui va bien, qui donne envie. Il faut qu'il y ait de la nature dans la ville. Il faut qu'en plus vous trouviez des logements suffisamment grands et en plus que ce soit abordable économiquement. Aujourd'hui, c'est des conditions qui font que vous ne faites pas le choix de rouler en véhicule diesel et de faire 30 bornes pour aller au boulot. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Hein, donc, il faut inventer le système. Et après, il faut à la fois mettre un cap, hein, annoncer dès maintenant, hein, et on sait faire ces choses-là, mettre un cap très clair sur le fait que demain ne sera pas comme aujourd'hui, donner le temps, avoir une étape de transition très claire aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de façon à dire aux gens, aujourd'hui ne faites pas de choix d'investissement pour aller investir trop loin. Hein, si vous sentez que c'est un peu loin, demain ce sera vraiment beaucoup trop loin. Parce que demain, le prochain choc, ce ne sera pas le Covid-20, ça va être un choc pétrolier, ça va être un choc alimentaire, etc. Et la dépendance à la voiture va être trop pénalisante pour vous. Donc attention à vos choix et ensuite un accompagnement de ceux qui en ont besoin de façon à se relocaliser, se repositionner, etc., etc. Mais ça, on a toujours fait ça. On a toujours géré. C'est les primes à la casse, c'est les primes pour les dockers quand on a arrêté et qu'on est vraiment passé au conteneur, etc., etc. On a toujours géré collectivement les transitions, mais en effet, il y a une vraie transition à faire. Donc, c'est pas leur faute et c'est pas la faute de la bagnole, c'est la nôtre collectivement, hein, parce que c'est facile, hein, de rejeter à certains. On a vécu ça. Vous avez eu quelques gilets jaunes aussi. On l'a vécu. Ça a eu au moins un atout, c'est que ça a montré à un certain nombre de cadres parisiens que la vie normale, en fait, c'était pas en vélo pour aller au boulot en un quart d'heure. Non, c'était pas ça la vie normale, c'est autre chose. Merci. Très bien, merci beaucoup.
Il y avait dans le chat une question de Alice Boots qui allait dans le même sens, donc je pense que vous avez déjà répondu partiellement. Je prends plutôt deux autres éléments du chat de Gauvin Mierlen qui posait la question de savoir quelles sont finalement les villes qui ont déjà pris conscience de manière précoce et qui sont déjà passées. Vous avez cité Vancouver notamment. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont pris les choses en place? Et alors, la deuxième question de Reginald Fetwes, c'est quelles pourraient être un peu les leçons à retenir de l'épidémie Covid en termes d'urbanisme circulaire? Vous en avez un petit peu parlé, mais je pense que Reginald aurait bien un peu plus d'informations là-dessus. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas il n'y a pas de territoire parfait, exemplaire, etc., etc. Pour être très clair. Après, il y a en effet des territoires qui ont connu, qui ont fait des choix à certains moments, qui ont réalisé notamment un certain nombre de choses. Alors évidemment, on a Amsterdam et le vélo, hein, mais Copenhague, c'est quand même redévelopper vraiment sur un démarrage, une vraie accélération de l'étalement urbain qui a amené la ville au bord de la faillite. Hein, c'est-à-dire une forme d'évasion des ménages qui sortent de la ville et qui finalement ne ramènent plus non plus de taxes, etc., etc. Donc on est vraiment sur une ville. Alors c'est aujourd'hui, c'est évidemment porté en exemple, mais et l'exemple n'est pas parfait, une fois de plus. Mais n'oublions pas que c'est une ville qui, il n'y a pas longtemps, était vraiment sur une crise extrêmement importante et qui a fait le choix d'un redéveloppement sur son centre, hein, sur son espace, sur son cœur. Donc, renoncer à l'étalement urbain, à la diffusion du modèle périphérique, amener un modèle qui, à la fois, qui amène de la densité, notamment par des mobilités alternatives, c'est-à-dire que l'outil vélo est un moyen, hein, Je pourrais demander à Jimmy de couper son micro, parce qu'on a des interférences. Monsieur Grisot, vous en êtes? Bon, c'est un petit peu les aléas de la technologie. Pop, excusez-moi de voir ce qui se passe. Je crois qu'on l'a perdu, Joël. Oui, je pense que je ne le vois plus. On va déconnecter. Je suis peut-être en train de se reconnecter. Je suis en train de le contacter pour voir ce qu'il en est. C'est parce qu'il est là, c'est bon. C'est parce qu'il est là, c'est bon. Abrupt, comme pour nous quitter. Attendez, je regarde si je le vois rien quelque part. Ne répond pas. On va attendre juste peut-être une toute petite minute par rapport à ça. On a perdu Nantes. Oui, pourtant, oui. Sinon, ce qui était quand même assez intéressant, je trouvais dans cette conférence, c'était peut-être là je m'adresse aux étudiants avec qui on travaille sur ces aspects-là, c'est vraiment cette notion de gisement. Et je pense qu'effectivement, si on repense les milieux urbains en termes de gisement, de potentiel et d'opportunités pour redévelopper la ville, Sylvain, oui, voici Voilà. c'est bon. C'est impeccable. Voilà, Bon. je voulais continuer alors. Non, merci pour le message parce que j'étais en train de parler tout seul devant un écran fixe, mais voilà. Ouais. Vous êtes arrêté où?
Oui, oui, vous étiez en train de parler d'Amsterdam, qui avait utilisé le vélo comme outil, qui avait renoncé à son étalement, et ainsi de suite. On était là jusqu'à ce qu'on soit coupé, Ouais, en fait. d'accord. Alors, je vais être bref comme ça, je vais me résumer, mais il y a un modèle qui est intéressant, qui est cette association directe entre euh, les opérations d'aménagement qui amènent des recettes, qui viennent financer le métro. Hein, et donc là, on voit qu'on a une boucle densification d'un côté, le vélo, mais surtout le métro, qui permet de faire une ville différente. Hein, et c'est une boucle économique qui est une boucle vertueuse et qui a permis de sortir la collectivité de l'ornière. Et là, ça va plus loin puisqu'on a un arrêt d'une partie de l'activité du port qui est liée à la construction d'un pont. Et que donc il y a la décision finalement d'urbaniser, de créer de nouveaux quartiers qui sont des quartiers extrêmement passionnants à voir dans leur forme urbaine. Mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est le processus sous-jacent qui est assez intéressant, qui est critiquable aussi, mais qui ressemble à ce qu'a fait Hong Kong, etc. C'est aujourd'hui, on crée l'infrastructure, c'est-à-dire le métro. Hein. Donc on voit que le vélo, mais c'est le métro qui est important. On crée le métro, c'est un investissement lourd qui est payé par l'opération d'aménagement, et ça va plus loin, c'est que les terres qui sont excavées du métro servent à remplir les darses du port de façon à faire du terrain aménageable. Donc là, on a une circularité complète avec des modes de financement qui sont particulièrement intéressants, c'est-à-dire qu'au moment où on vend les terrains pour avoir les recettes pour créer le métro, on ne sait pas exactement où sera le métro. Et en fait, on a des formes de taxes a posteriori qui font que si à la fin vous vous trouvez très proche d'une bouche de métro, ben, vous allez payer plus cher. Hein, une forme de retour à bonne fortune. On est sur simplement une idée simple, qui est qu'à un moment, la construction de la ville, c'est pas un acte isolé d'un promoteur privé sur un terrain vierge. C'est un acte collectif qui demande notamment des investissements communs extrêmement importants. Et si on veut faire la ville bien, c'est pas une série. Alors, je suis pas pour un retour au kolkhoz, mais ça demande une coordination qui est importante, donc une logique de commun, et une série d'initiatives privées ne permet pas de faire une ville de qualité. Et on l'a vu, la ville étalée, basée sur la voiture, elle est fondée sur une série d'initiatives privées. Très bien. Je pense qu'on va avec les questions, parce qu'on arrive à 20h et on s'est engagé à terminer à 20h. Je voulais juste terminer ce que j'avais meublé avec vous. Enfin, en vous attendant, c'était effectivement qu'il y avait, pour les futurs étudiants urbanistes, qu'il y avait une relecture des milieux urbains à faire et de repenser tous les gisements qui existaient, tout le potentiel. Vous aviez parlé des parkings, vous avez parlé de toute une série de choses. Et effectivement, nos villes regorgent d'opportunités. Et il faut véritablement être capable de reprospecter, de relire nos tissus urbains par rapport à cet élément-là. Je voulais peut-être juste ajouter une dernière petite chose, c'est qu'effectivement, vous incitez à repenser nos pratiques de l'aménagement du territoire, mais je voulais faire référence aussi à un dernier ouvrage que vous avez peut-être lu, c'est Anachronisme urbain de Jean-Marc Hoffner, et qui m'avait beaucoup interpellé, notamment où il expliquait qu'en fait, la problématique de la surface agricole, et c'est là-dessus que je vais arriver, sur la surface agricole, n'était pas tant l'urbanisation, mais était plutôt l'aspect lié aux primes de surface d'usage agricole. Donc, on est dans le cadre. Et donc, on a énormément de surfaces agricoles qui sont inutilisées, non pas à cause de l'urbanisation, mais simplement à cause de tout un système de primes pour laisser sans jachère, pour ne pas utiliser, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'on est dans du multisystémique. Ce n'est pas uniquement l'aspect urbanisation qui doit être revu pour préserver l'agriculture. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hoffner, et les professionnels du monde agricole ne sont pas tout à fait d'accord avec lui. Mais en effet, c'est une question systémique. Ouais. Non, tout à fait. C'est clair que son ouvrage a lancé pas mal, un gros débat, des gros débats. Mais donc, c'est intéressant, c'est de voir qu'il faut repenser les choses à multiples échelles, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais moi, je tenais vraiment à vous remercier pour votre intervention très enrichissante. Donc, je pense qu'on a bien, en tout cas, compris l'appel du pied et l'intérêt de pouvoir continuer après la conférence à travailler avec vous. Et Sophie Tillman l'a bien mentionné, justement, effectivement, vous avez l'avantage qu'elle travaille au niveau de la région wallonne dans le cercle de réflexion sur le stop béton et la lutte contre l'artificialisation. Donc, je pense qu'on va garder contact par la suite entre nous pour avancer sur ces thématiques-là. Encore un tout grand merci. Très volontiers. Merci beaucoup.
Merci. Je voulais dire aussi que l'intervention a été enregistrée, donc en déant 15 jours, elle sera mise en ligne, soit sur le site YouTube de Jacques Teller avec les autres conférences projet Herbal l'année passée, soit on vous communiquera le lien lors de la prochaine conférence. Un tout grand merci à tous pour votre patience et pour votre intérêt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.